Bonjour, je suis Chantal Coulombe, présidente et chef de la direction du Collège des administrateurs de société. Nous sommes propulsés au Collège par l'envie de contribuer au développement des compétences des administrateurs et des administratrices qui œuvrent à bâtir une meilleure société. C'est avec cette intention bien précise que nous vous proposons de prendre un temps d'arrêt en compagnie de M. Henri-Paul Rousseau, grand bâtisseur du Québec et père fondateur du Collège, ayant lui-même saisi à l'époque toute l'importance de former les membres de nos conseils afin de leur donner tous les outils pour contribuer toujours mieux et davantage. Le Collège avait très envie d'entendre les perspectives de M. Rousseau sur l'évolution du monde de la gouvernance et des enjeux qui se dessinent devant nous. Je suis convaincue que, tout comme moi, vous trouverez ces propos extrêmement intéressants et qu'ils sauront susciter de très belles réflexions chez chacun de vous. Avant de vous laisser captiver par la vision de M. Rousseau, permettez-moi de vous le présenter brièvement. M. Rousseau est aujourd'hui professeur associé à HEC Montréal, professeur invité à l'École d'économie de Paris, fellow invité du Cyrano et senior fellow de l'Institut C.D. Hall. M. Rousseau a été président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et de placement du Québec de 2002 à 2008. Il a ensuite assumé les fonctions de vice-président du conseil d'administration de Power Corporation du Canada et de la corporation financière Power, et ce jusqu'en 2017. Il a siégé sur de nombreux autres conseils. Il siège actuellement au conseil de Santander Holdings USA et de Banco Santander International. Il est également président du conseil d'administration de la société Novelia. Et en 2012, il a créé la Fondation Tremplin Santé, qui a pour mission d'encourager les jeunes du Québec et du Canada à adopter de saines habitudes de vie. Il en assume d'ailleurs toujours la présidence. Les universités Laval, Concordia, Lumière Lyon 2 et l'Université de Sherbrooke lui ont toutes décerné un doctorat honorifique pour sa carrière et son implication exceptionnelle. Cet entretien sera mené par M. Jean-François Henry, directeur pédagogique du Collège. Je vous souhaite donc de belles découvertes en compagnie de M. Henri-Paul Rousseau et de M. Henry. Alors, bonjour, M. Rousseau. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation pour discuter d'un vaste sujet, l'évolution de la gouvernance dans un monde en pleine transformation. Sujet tellement vaste que je propose d'y aller par étapes. On va couper ça en plusieurs petits morceaux. Un monde VICA qu'on parlera, un monde numérique un petit peu plus tard, un monde durable et responsable. On parlera d'un monde de dénonciation. Donc, on va y aller comme ça par étapes, si ça vous convient. Très bien. Puis on pourra conclure par la suite avec un petit peu le mouvement de la professionnalisation de la gouvernance dans ce monde-là, justement, en pleine transformation. Très bien. Alors, on entend souvent parler de l'acronyme VICA pour parler un petit peu du monde dans lequel on vit. Donc, un monde volatile, avec beaucoup d'incertitudes, complexité, ambiguïté. Comment vous voyez ce monde-là, justement, par rapport à la gouvernance? Puis comment un petit peu ça s'inscrit, la nouvelle gouvernance, dans ce nouveau monde-là? On va répondre en deux étapes, OK? La première, c'est quoi le monde en question? Je pense que c'est important de bien le saisir. Ensuite, on parlera de l'impact que ça a sur la gouvernance, on la déclinera comme vous avez parlé. Moi, ma perception, c'est que si on tourne 3-4 ans, on parlait d'un monde en transition. Moi-même, j'ai parlé souvent de ça. On parlait de la transition démographique en référant au vieillissement des populations à travers l'Occident. On parlait de la transition numérique comme étant une transition smooth, hein, qu'on dit tout douce qui se ferait. Puis la transition écologique et énergétique où il faut aller vers une réduction de l'empreinte écologique de nos sociétés en général pour mettre une fin aux dangers reliés au fait que le changement climatique a énormément de conséquences sur notre planète et sur notre vie. Donc, on parlait d'un monde en transition. Alors, ce monde-là n'existe plus. On est maintenant un monde qui a subi 3 ruptures et 5 chocs. La première rupture, c'est que la question du vieillissement, en douceur, c'est pas ça qui arrive. Le phénomène international et surtout en Occident, mais aussi ailleurs sur la planète, c'est la grande question de l'immigration. D'une part, des gens du sud vers le nord, et d'autre part, dans tous les pays occidentaux, l'impact du vieillissement et la recherche de main-d'œuvre, mais aussi le fait que ça cogne à la porte, puis il faut intégrer. Donc, la grande rupture moderne, actuelle, c'est celle de comment on doit ajuster les sociétés, les politiques publiques à l'immigration, qui est un phénomène qui va être avec nous pendant de nombreuses années. Première rupture. Deuxième rupture, la rupture associée à ce qu'on a appelé la transition écologique ou énergétique, non.
c'est maintenant l'urgence. C'est l'urgence. Et tous les scientifiques le disent, tous les gouvernements en ont pris conscience, les populations prennent conscience et nos jeunes le disent à tous les jours. Donc, c'est l'urgence climatique, l'urgence ce n'est plus une transition. Il faut faire ça plus vite, il faut aller plus vite. Donc ça, c'est une urgence comme dans un hôpital. Là. Donc, la planète est à l'hôpital, est à l'urgence. Donc ça, c'est une grosse rupture par rapport à l'idée qu'on avait beaucoup de temps. Okay? Et la troisième, c'est celle qui arrive à tous les jours, c'est la grande rupture numérique. C'est une révolution. Une révolution qui est très, très différente de celle qu'on a connue auparavant, et on va en parler tantôt. Okay? Donc ça met la table d'un monde en transition qui est maintenant un monde en rupture. Mais c'est pas assez. On a plus que ça à faire face. On a subi, au cours des derniers mois, dernières années, 5 chocs. Le premier choc qu'on a eu, c'est ce choc de la pandémie. Bang! Ça nous est tombé dessus. La plupart des actuaires, des épidémiologistes, tout le monde prédisait qu'on aurait des pandémies, les assureurs aussi, tout le monde. Mais personne n'avait prévu la vitesse à laquelle c'est arrivé. Et qui aurait prévu, pensé que les gouvernements auraient dû fermer l'économie dans le cas d'une très si grande pandémie? Personne n'a prévu ça. En tout cas, moi, je ne l'ai pas lu nulle part. Et donc, on a eu ce premier choc qui n'est pas terminé. Et là, on est dans un monde de pandémie, premièrement. Deuxième choc, la guerre en Ukraine. Cette guerre n'est pas une guerre locale. Elle nous a fait prendre conscience de la fragilité des équilibres militaires et géopolitiques. Et là, tous les alignements qu'on avait connus après la Deuxième Guerre mondiale, ça a été questionné. Qui sont nos alliés? Donc, il y a tout un rebrassage de l'équilibre mondial entre les pays occidentaux, l'OTAN, les pays sous la Russie, la Chine, l'Asie du Sud-Est. Tout le monde est en train de redéfinir la géopolitique militaire aussi. Et ça, c'est une grande chose. Et c'est relié au troisième choc. Ça a changé, et ça a changé pour un bon bout de temps, la fluidité et l'accessibilité des chaînes d'approvisionnement. Donc, ce choc-là, on est dedans. Ça s'est traduit par de l'inflation du côté de l'offre. Hein, on le voit un peu partout, ça coûte plus cher. Il y a aussi une inflation de la demande, mais les deux sont là. L'Amérique subit plus une inflation reliée à la demande, l'Europe plus du côté de l'offre. Mais dans les deux cas, le choc des chaînes d'approvisionnement. Avant, on disait, on va avoir ça just in time, tout est disponible, donc on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'inventaire. Soudainement, tout le secteur manufacturier doit se stocker, avoir des inventaires. Au cas où, hein, c'est just in case maintenant, tu vois. Résultat, ça change énormément la finance, le bilan, le rôle de la banque. Tout ça, ça arrive. Donc, ce choc-là, du fait qu'on n'a plus la même fluidité du commerce, il y a un choc qui est relié à ça. C'est un peu la déglobalisation. Pas que le monde est en train de se déglobaliser, non. C'est qu'on demeure une société, un monde qui va être global, mais ce n'est pas les mêmes paramètres qu'avant. Il y a plus de blocs régionaux, et ça, c'est relié à l'histoire des chaînes d'approvisionnement, donc il faut réaligner. Et ce qui fait que beaucoup de choses qui étaient un transfert de l'activité économique d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre, maintenant on revise ça, et on revient à plus de production locale. On repense tous les modèles d'affaires en termes d'import-export, c'est différent. Énormément de changements. Okay? Donc, ce choc-là est majeur. Il y en a deux autres chocs qu'on a tendance à sous-estimer. Moi, j'appelle ça le choc du 1 %. Jamais dans l'histoire de l'humanité, à mon avis, il y a eu autant de gens riches et d'accélération de la concentration de richesses. Ça, c'est un truc qui change l'équilibre d'une société. Tu as des individus maintenant qui sont plus riches que des pays. Ils sont nombreux, ces gens-là. Donc, j'ai rien contre la richesse. La question, c'est la concentration et l'accélération de la richesse fait en sorte qu'on a de grands doutes qui viennent se confirmer dans la tête de beaucoup de nos concitoyens que cette société-là est une société dans laquelle ils ne peuvent pas, eux, être inclus. Et donc, ça nous glisse vers le cinquième choc, qui est le choc des démocraties, l'apparition de dictateurs, l'apparition de populisme, l'apparition de... On se questionne de la fragilité de nos démocraties. Donc, si on se résume, on avait 3 transitions sur les 3 ruptures, puis les 3 ruptures sont frappées par 5 chocs, ce qui fait que, oui, on est dans un monde qui est plus volatile, qui est un monde qui est plus incertain, un monde qui est plus
complexe et ambigu parce que quelle décision on prend. Je résume tout ça en disant que dans le monde de la gouvernance, c'est très important pour le patron ou les directeurs ou la directrice de l'usine ou de l'entreprise de connaître quels sont les paramètres qui définissent l'ensemble des risques et des rendements et des opportunités. Tout ce que je viens de dire fait en sorte que cette matrice des risques et opportunités s'est déplacée. Elle s'est déplacée vers des risques plus importants qu'avant, associés à des opportunités plus grandes, mais qui demandent une gouvernance, une compétence, une rigueur de l'information, de la gestion, qui est à un autre niveau de ce qu'on a connu auparavant. On n'est pas membre d'un conseil maintenant pour apprendre. Il faut être un membre d'un conseil pour contribuer, et contribuer tout en n'étant pas le gestionnaire, mais tout en étant quelque chose qui fait en sorte qu'on est capable de surveiller et d'aider la direction à prendre les bonnes décisions. Donc, beaucoup plus complexe, beaucoup plus exigeant, d'où la nécessité de se former en formation continue. On reviendra plus tard. Oui, oui. On parle souvent justement des deux grands rôles du conseil d'administration. Un rôle de conformité, un rôle donc d'agent, un rôle fiduciaire, et aussi le rôle plus stratégique, le rôle conseil. Le monde en transformation que vous venez de décrire, est-ce que pour vous, il accentue un de ces rôles-là plus que l'autre, les deux, ou même l'équilibre? Clairement. Ce monde-là exige une interaction. Tu sais, traditionnellement, tu es membre d'un conseil d'administration, tu as une réunion, disons, d'entreprise publique aux 3 mois. Et puis là, il y a le statutaire, les états financiers, la rémunération des dirigeants, une présentation de secteur sur la stratégie, ensuite quelques nouvelles inventions, whatever. Oui, on a encore cet agenda. Mais chacun des aspects de l'organisation, que ce soit le côté facteur humain, ressources humaines, devient un enjeu beaucoup plus important qu'avant. Donc, le comité de ressources humaines ou de rémunération, appelez-le comme vous voulez, lui, il devient au-dessus de toutes les priorités. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait la différence entre deux organisations dans le monde qu'on vient de décrire? C'est le talent, c'est l'équipe, c'est la capacité d'attirer, retenir, former, rémunérer et faire en sorte que ces gens-là se reproduisent. Donc, cette équipe-là de direction avec tous les employés, c'est primordial. Donc, le premier rôle d'un conseil dans ce monde-là, est-ce que j'ai la bonne équipe pour bien comprendre cette nouvelle matrice de risque-rendement et puis tirer la épingle du jeu? Ça, ça a toujours été le cas. Mais aujourd'hui, la question des gens talentueux pour gérer l'équipe par rapport à l'objectif de l'entreprise, c'est sine qua non. Si tu n'as pas la bonne personne, la bonne équipe, tu ne pourras pas, non seulement tu ne gagneras pas la Coupe Stanley, non seulement tu ne feras pas les finales, mais tu ne seras pas sa bonne patinoire. Ça mène une question intéressante parce que vous avez dit, le membre, l'administrateur n'est pas là pour apprendre, il est là pour contribuer. Voilà. Est-ce que dans ce contexte-là, vous voyez l'intégration d'un nouveau membre qui devrait se faire beaucoup plus rapidement que par le passé? Ou il y a encore... Parce que de façon paradoxale, le monde est plus complexe, donc l'organisation est plus complexe, donc il y a un temps pour assimiler quand même l'organisation. Donc comment vous voyez cette espèce d'équilibre-là quand on... Alors, pour être clair, il n'y a pas de différence pour moi entre intégrer un nouveau dirigeant puis intégrer un nouvel administrateur. Je m'explique. OK? Un nouveau dirigeant, j'ai dit tantôt, il faut le recruter, l'intégrer, le retenir, le former, puis le rémunérer. Quand on va chercher un nouvel administrateur pour se joindre à l'équipe de surveillance ou du conseil, c'est la même chose. Donc, il faut vraiment avoir la capacité de recruter, OK, puis d'identifier la personne dont on a besoin. D'où le lien avec l'évaluation du conseil actuel versus nos besoins, versus ce qu'on veut faire. Ce n'est plus une affaire de petite enquête, là, maison. C'est vraiment une discussion formelle, importante du conseil. Quelles ressources, quelles compétences avons-nous besoin? Ça, c'est majeur. Dans ce monde-là, c'est incontournable. Après ça, qu'on a identifié les talents, les compétences qu'on a besoin, voici les candidats, les candidates. Et là, il faut procéder à une véritable entrevue. Il faut aller s'assurer qu'on fait la bonne chose. Et oui, cette personne-là va contribuer, mais bien qu'elle est quasiment parfaite, elle doit être intégrée. Donc, il doit y avoir une période de formation, d'information. Parce qu'on ne peut pas avoir quelqu'un autour de la table qui prend 6, 7, 8, 9, 10 mois
avant d'ouvrir la parole parce qu'il dit, il faut que je comprenne comment ça fonctionne. Non, ça prend un programme formel d'intégration, de formation, et donc rencontre des dirigeants, rencontre des divisions. Bon, ça, c'est un budget que ça prend, OK? Ça prend, il faut le faire. Après ça, bien, qui est intégré, c'est quoi, où est-ce que va être son rôle? On l'a recruté pour quelles compétences? Donc, dans ce monde qu'on vient de décrire, il y a des compétences particulières. Il n'y a pas personne qui va être à la fois indépendant, super compétent, et puis être capable de s'adapter à l'environnement parfaitement. Non. Mais le point que je veux faire, c'est que dans ce monde-là, ressources humaines, oui, de la direction, mais ressources humaines autour de la table. C'est intéressant parce que vous parlez des compétences, justement, des administrateurs pour faire face à ce monde-là qu'on décrit comme étant complexe, etc. Ouais. Parallèlement, on voit la taille des conseils qui diminue avec les années. Est-ce que pour vous, c'est une tendance qui va se maintenir ou justement, de par ce besoin-là d'élargir le bassin de compétences pour faire face à cette complexité-là, on a besoin de plus de monde? Comment vous voyez cet équilibre-là? Alors c'est super intéressant. C'est une tendance qu'on voit. Il n'est pas rare, on le sait, que les conseils d'administration, quand on a rendu public la rémunération des dirigeants, on a créé une autre nouvelle industrie qui était les spécialistes en rémunération des présidents et des chefs de direction et des équipes. OK? Donc, tous les conseils aujourd'hui font appel à des consultants pour dire voici ce que c'est, blablabla. Bon, parfait. La vérité, c'est que les conseils ont besoin maintenant de budget pour être capables, comme ils sont moins nombreux, d'aller chercher la compétence pour challenger, pour poser les bonnes questions à la direction. Et souvent, la direction n'aimera pas ça. Donc, ça prend un leadership assez fort au conseil pour dire, voici un dossier intéressant, on comprend, mais nous, on va mandater un outsider, une firme qui va nous aider à mieux comprendre le dossier. On le fait de temps en temps lors de transactions. Hein? On a une transaction, on va faire l'évaluation, mais de plus en plus, je vois des conseils qui font appel à de l'expertise pointue. C'est la seule façon de compenser la réduction du nombre. Si tu avais un conseil de 12, tu vas à 8, bien, c'est sûr, les 8 sont peut-être des super personnes, super compétentes, hommes et femmes. En plus, on a des préoccupations de diversité et puis de toutes ces dimensions-là. Donc, si tu le réduis, veux pas, on va avoir besoin de gens qui sont capables de poser les bonnes questions, mais aussi certains d'avoir des réponses. Et là, on va peut-être avoir la nécessité d'aller à l'extérieur. En d'autres mots, il y a un écosystème de gouvernance à créer qui est peut-être légèrement différent de l'écosystème de l'équipe de direction. Il faut le faire avec doigté, parce que faut garder la distinction entre le rôle de direction et le rôle de surveillance. Hein, les anglophones parlent de oversight versus management. Bien, ça dit bien ce que ça dit, OK? Donc, dans ce monde-là, encore plus important de trouver une façon au conseil d'administration d'avoir ce climat de confiance, de collaboration entre les administrateurs, entre la direction, pour être capable ensemble d'affronter ces défis. Et ça, vous parlez, on en a déjà parlé dans un autre contexte, mais c'est la culture autour de la table. OK, bon. Moi, j'ai participé à plusieurs conseils, je suis encore actif, mais un conseil d'administration où toutes les questions peuvent être posées, c'est merveilleux. En fait, le rôle du chairman ou de la présidente du conseil, c'est de faire en sorte que le climat autour de la table en soit un où il n'y a pas de questions stupides. Il peut y avoir des réponses stupides, comme on dit, mais il n'y a pas de questions stupides. Et ça crée un climat un peu de faire preuve d'humilité, qu'on ne sait peut-être pas quelque chose. Donc, c'est ambigu un peu, parce qu'on veut des gens compétents, mais qui ont la capacité aussi de dire, écoutez, monsieur le dirigeant ou la dirigeante, je ne comprends pas ce que vous venez de me dire. Voulez-vous le réexpliquer comme il faut? Ça crée un climat où, autour de la table, on veut comprendre. Le point que je suis en train de faire, c'est que bien que tu es autour de la table des gens, très compétents, bien que tu auras un écosystème qui t'aide, quand tu rencontres et tu discutes avec la direction, il faut être capable d'avoir l'attitude de dire « je n'ai pas compris » ou « je ne comprends pas ». Ça ne veut pas dire que vous êtes stupide. Ça veut dire que c'est arrivé à un niveau de détail et de choses spécifiques ou de granularité ou de technicité que vous avez besoin de comprendre pour prendre une bonne décision, d'approuver ou pas ce qui vous est proposé. Donc, c'est un monde où c'est exigeant être sur un conseil d'administration maintenant. C'est beaucoup plus qu'avant. Et moi, si quelqu'un me dit « je suis sur tel conseil, c'est fantastique, j'apprends beaucoup », je panique. Non. Je suis sur un conseil, je veux contribuer beaucoup. Et la façon de contribuer, je dois apprendre beaucoup, autour de la table, mais aussi à l'extérieur. Donc, il y a une dimension
très, très important d'un administrateur, administratrice maintenant, d'une formation continue. On va revenir tantôt. Il faut être à la page. Autrement, on devient non pertinent. Oui, oui, oui. Vous avez l'impression, justement, que dans ce monde-là, encore une fois, plus exigeant, plus complexe, donc qui amène une responsabilité plus grande de l'administrateur, on devrait de plus en plus, mais restreindre le nombre de conseils simultanés qu'une même personne pourrait siéger? Oui, bien, c'est une règle assez évidente. Quand vous dépassez 3 conseils, on parle de conseils qui sont demandants, il faut avoir une bonne raison. Ben, surtout si vous faites que ça dans la vie, même là. Maintenant, le nombre de documents à lire pour le conseil, le nombre de documents à lire à l'extérieur, l'interaction qu'on doit avoir avec les membres du conseil, c'est un travail. C'est plusieurs heures de travail. Donc, tu ne peux pas le faire 4-5, c'est pas possible. Même si tu es à temps plein. Bon, si quelqu'un qui a 2 conseils de bénévoles puis 3 conseils d'importance, oui, ça peut aller. Mais tu comprends, oui, ça vient avec. C'est un rôle très important. On peut peut-être aller à décliner autour de ce monde-là. On a parlé tantôt de la rupture numérique. Numérique, absolument. C'est un monde qui me passionne. Je vais parler plus de ça que du reste parce que puis, si tu me le permets, je vais faire un petit détour historique. Allez-y. Okay? Ça fait peut-être une quinzaine d'années que j'investis intellectuellement, puis autrement dans le monde numérique, là, aussi financièrement, pour comprendre ce qui se passe, puis en quoi ça implique non seulement la gouvernance de nos entreprises, de nos organisations, mais la gouvernance publique aussi. Le détour que je fais, c'est de dire l'imprimerie, qui a été inventé par Gutenberg, il n'est pas le seul, mais c'est lui qui a été le principal, on remonte à 1451. Ça veut dire qu'on a été plus de 1451 années à avoir une façon de entreposer, conserver, transmettre la connaissance qui était soit de l'oral, soit du manuscrit. C'est long, ça, 1451 années. Okay? On a l'imprimerie et avec un peu plus de 500 ans, on se rend jusqu'aux années 1970 autour de... Où là, on va avoir l'informatique qui va arriver, okay? Qui va être la 3e révolution industrielle. Mais l'imprimerie aura été, donc le livre écrit, la façon de conserver, transmettre la connaissance, entre 1451 et 1970, cette période-là, il y aura eu 2 révolutions industrielles. La première qu'on connaît, c'est le moteur à eau, à vapeur, certaines des machines-outils. La deuxième, c'est les fameuses usines de Henry Ford avec l'électrification, les moteurs électriques, l'assemblage, les usines d'assemblage, tout ce modèle qui a été là. Donc, la 2e révolution industrielle nous a emmenés jusqu'aux années après-guerre. La Deuxième Guerre mondiale s'est faite dans le cadre de la 2e révolution industrielle. Et oui, il y a eu des trucs d'information, technologie d'information au tout début, mais c'est vraiment été révolutionnaire autour des années 70 quand on a eu la révolution de l'informatique. Ça, c'est la 3e. Okay? Et cette 3e-là, ça a évolué. Puis c'est autour de 2010, 2012, 2013 qu'on va parler de la révolution numérique, qu'on parlera tantôt. Okay? Ce que je veux dire ici, c'est la période entre 1451 et 1970, des 2 révolutions industrielles. Moi, je suis convaincu que ces 2 révolutions industrielles n'auraient probablement pas existé si on n'avait pas eu l'invention de l'imprimerie. Et l'imprimerie est une grosse rupture, parce qu'on avait la tradition orale et le manuscrit, puis soudainement, on a pu faire des livres et l'impression sur des imprimeries de métal, et donc répondre. Qu'est-ce que ça a fait l'invention de Gutenberg? Faisons, je vais les décliner, puis pensons en même temps au monde numérique, OK? Bon. Alors, la première chose que ça a fait, c'est que soudainement, on s'est retrouvé avec la capacité de faire en sorte que j'étais en fait à Venise, où vraiment, même si ça a été inventé en Allemagne, l'imprimerie, elle s'est vraiment répandue à Venise. Venise était au centre de la Renaissance italienne. Puis à Venise, là, il y a des gens qui ont commencé à avoir la capacité d'imprimerie. Donc, ils imprimaient des petits feuilletets qui étaient des nouvelles. C'était intéressant parce qu'il y avait beaucoup de bateaux qui sortaient et qui rentraient. Donc, ces petits feuillets-là faisaient le tour de la Méditerranée. Et les gens les recevaient. Donc, le premier média est né par ce mécanisme-là. OK? Bon.
Deuxièmement, on se souvient que c'est la période où Luther, donc le grand schisme de l'Église, qui a créé le protestantisme, Luther, lui, s'est servi de l'imprimerie pour répandre sa Bible, pour répandre sa version de la Bible, et ça a été le best-seller. Donc, l'imprimerie a créé un best-seller. Okay? L'imprimerie a éliminé pratiquement le rôle de copiste, les gens qui faisaient les manuscrits. Mais a fait naître l'imprimeur, les techniciens d'imprimerie, les éditeurs, a fait naître les droits d'auteur. Wow, ça a fait naître tout un monde. OK? Ensuite, quand on parle aux première, deuxième révolution industrielle, où là, on a des moteurs, mais avec des moteurs, là, vient des instructions. Avec l'électricité, il vient des instructions. Ces instructions-là étaient sur quoi? Sur du papier imprimé. Il serait difficile de penser qu'on aurait pu répandre l'utilisation de ces moteurs-là aussi rapidement sans des documents du manuel, le fameux manuel. On a encore des manuels pour notre lave-vaisselle. D'accord? Bon. Donc, tout ça a accompagné énormément la révolution industrielle, plus la révolution scientifique. Parce que les copistes faisaient plein d'erreurs. Tu ne peux pas te fier vraiment sur le document. Ben non, mais quand on a fait l'imprimerie, il n'y avait plus d'erreurs. Et donc, les résultats scientifiques de l'un et de l'autre, les publications, ont fait en sorte... On voit comment l'imprimerie a été locomotive des deux révolutions industrielles. OK? J'arrête ici, je pourrais continuer longtemps, parce que c'est passionnant de voir ce détour historique. OK? J'arrête là pour manque de temps, mais pour aussi parler de l'autre aspect. Donc, quand on arrive dans les années 70, les gens sont souvent un peu ambigus, mêlés, on ne sait pas trop... pourquoi on parle de la révolution numérique par opposition à l'apparition de l'informatique en 70? C'est important de comprendre ça. Parce qu'autour d'une table du Conseil, c'est majeur. OK? Beaucoup de gens vont dire, ben c'est l'informatique. Bon, non. L'informatique, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait la robotisation, l'automatisation, ça a fait le fait qu'on a informatisé beaucoup de choses. Et donc, on avait un support informatique qui est un support numérique. Okay? Ça, c'est l'aspect important. Et ça a été très, très important. C'est l'invention de la bureautique. On est passé de l'ordinateur central à la bureautique. C'est révolutionnaire, la troisième révolution, incluant le passage en 2000, dont tout le monde se souvient. Donc, tout ça, c'est majeur. OK? Ça a été une révolution importante, puis elle est vraie, elle a eu des grandes conséquences. Mais c'est pas aussi révolutionnaire, à mon avis, que le numérique. Pourquoi? OK? Puis ça transforme plus la gouvernance de nos organisations et de nos gouvernements et de nos sociétés publiques, de la collectivité, le monde numérique. Pourquoi? C'est quoi la révolution numérique? Qu'est-ce qui fait qu'elle est différente de celle d'avant, de l'informatique? La première chose, c'est que dans le monde numérique, qu'est-ce qu'on va faire? On va numériser non seulement des processus manufacturiers, mais des processus d'affaires. Que ce soit l'agriculture jusqu'à la distribution, même jusqu'au spectacle, on est capable maintenant de mettre sur un support numérisé à peu près tous les processus et il n'y a pas une industrie qui y échappe. La deuxième, c'est que dans le monde numérique, on fait une distinction entre 4 niveaux. Prenons l'exemple d'une usine qui fabrique des verres. OK? On va prendre cet exemple-là. Le premier niveau, c'est quand on fabrique le verre, si le processus est numérisé, on aura capté tout ce qui se passe dans la fabrication du verre et on aura des senseurs, on aura des photographies, on aura de l'information qui va être donc au premier niveau capté. On capte l'information durant les processus. Ça, c'est important. La deuxième, on la capte très rapidement. Donc, c'est des millisecondes. OK? Bon, si vous visitez une usine numérisée, là, vous allez voir les capteurs, là, c'est instantané. Donc, on a une montagne. C'est incroyable l'information qu'on a, c'est de la donnée. OK? La deuxième chose qui se passe, deuxième niveau, cette donnée-là doit être communiquée. Donc, on a un deuxième niveau qui est le réseau. Donc, le premier niveau, c'est le plancher d'opération. Par-dessus ça, on a un niveau de communication qui est cette donnée-là qui est captée. Elle s'en va dans un entrepôt de données, appelons ça comme ça pour faire simple. Cet entrepôt de données-là, on est capable à partir de là d'aller au troisième niveau, qui est analyser ces données-là. Et donc, transformer ces données-là en information de gestion, de performance, de maintenance, de planification. Et on arrive au quatrième niveau, qui est la planification au niveau de l'entreprise. Donc, les 4 niveaux-là, capter l'information, la communiquer, l'analyser et prendre action. Ça, c'est l'Internet des objets qui permet ça.
Et l'Internet des objets, c'est ce qui est énormément révolutionnaire dans la 4e révolution numérique. C'est qu'on capte comment les objets communiquent. Vous avez maintenant les thermostats intelligents, vous avez des autos intelligentes, bon, tout on appelle ça intelligent, mais la vérité, c'est qu'on capte des informations. Donc, l'Internet des objets, associé à l'universalité, aucun secteur y échappe, on ajoute la 3e dimension, qui est l'intelligence artificielle. Quand je parlais tantôt du 4e niveau, on analyse au 3e, puis on agit au 4e niveau, on peut avoir une personne, un humain qui va prendre l'analyse de données puis va déclencher une action, mais maintenant, on a aussi des automates. On a aussi des algorithmes intelligents qui vont apprendre de ce qu'ils lisent pour être meilleurs. Donc, ce cycle d'information fait en sorte qu'on va améliorer les processus de production, de distribution, de tous les processus, grâce au fait que l'Internet des objets avec l'intelligence artificielle. Pourquoi je vous parle de tout ça? Bien, dans un conseil d'administration, il faut qu'autour de la table, on comprenne ça. Il faut qu'il y ait une littératie numérique assez forte pour être capable de savoir, on fait quoi ici? Là? On est à quel niveau? On parle de quoi? Tu es en train de parler de capter l'information, tu es en train de parler qu'on gère cette information-là, tu es en train de parler qui fait l'analyse, tu es en train de parler de comment on gère les actions. Et pour faire cette discussion-là, il faut que les administrateurs soient formés à un bon niveau. Donc, la révolution numérique, elle est révolutionnaire parce qu'elle change l'information, la donnée de gestion auquel le Conseil a accès. Parenthèse. Ça n'arrête pas là, la révolution numérique. Pourquoi ça change la gouvernance? C'est quoi le problème de gouvernance? Il vient d'où? Si vous, là, Henri, vous êtes propriétaire de votre entreprise, hein? C'est à vous. Vous êtes le propriétaire, le premier dirigeant. Il n'y a pas de problème de gouvernance. Pourquoi? Toute l'information que vous avez dans le cerveau gauche est communiquée avec le cerveau droit. Donc, vous n'avez pas d'asymétrie d'information. Tout ce que vous savez, vous le savez. Il y a ce que vous ne savez pas, que vous ne savez pas, mais ça, c'est autre chose. Mais ce que vous savez, vous le savez. OK? Il n'y a pas personne d'autre que vous, c'est vous. Aucune asymétrie d'information. Deuxièmement, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Vous, c'est votre entreprise à vous, vous êtes le premier dirigeant. Donc, il n'y a pas de distinction entre le propriétaire et le dirigeant. Gouvernance, il n'y en a pas. Pas d'enjeu. Il y a d'autres enjeux, mais pas celle-là. D'où vient le problème de gouvernance? Je fais un autre petit détour, mais fondamentalement, le problème de gouvernance, il vient d'une seule place. Il vient du fait que la journée qu'on a une séparation entre le propriétaire, le gestionnaire, ça prend quelqu'un qui va faire la surveillance. L'oversight, comme on dit en anglais. Donc, le problème de gouvernance vient du fait que quand on sépare le propriétaire du dirigeant, donc l'actionnaire du dirigeant, que ce soit public ou privé, quand on sépare les deux, on a un problème de gouvernance qui se pose. Pourquoi? Parce que là, on a l'asymétrie d'information. Le dirigeant sait beaucoup plus que le propriétaire ce qui se passe dans l'usine, clairement. Il ne sait pas tout, mais il en sait pas mal plus que celui qui est autour de la table. Donc, asymétrie d'information. Deuxième aspect, est-ce qu'il y a les mêmes intérêts, tous les deux, est-ce qu'ils sont alignés? Est-ce qu'il y a un alignement d'intérêts? Oups, question de comment on aligne les intérêts. Donc, le problème de gouvernance, il vient de là. Il est intrinsèquement la base. C'est là que c'est la question de l'agent du principal, comme on dit en théorie économique, OK? Que vous avez appris à petite école économique. Résultat, mais transposons ça dans le monde numérique. Ah, il y a un gros changement. La symétrie d'information vient de diminuer. Pourquoi? Le dirigeant ne peut pas dire « je ne le sais pas ». Si l'entreprise est numérisée, il sait, non seulement il le sait, mais la donnée, elle est accessible. Donc, c'est l'accès à l'information qui change la donne. OK? Donc, le rôle du conseil dans un monde numérique, c'est de bien connaître le système d'information, pas de gestion du conseil, le système d'information des opérations d'entreprise. Et de dire, vous avez quel indicateur de performance, quel indicateur de maintenance, quel indicateur sur les ressources humaines, quel indicateur. Donc, tout ça, c'est des indicateurs. Le tableau d'indicateurs de gestion, il doit être aussi partagé avec le conseil. Mais là, on rentre dans la compétence du conseil aussi. Donc, il faut être capable de poser ces questions-là, de dire au gestionnaire, bon, OK, on a un programme de numérisation, et ce programme-là doit conduire à des indicateurs de performance, de maintenance, de gestion, et on doit les partager. Donc, le gros changement. Et là, c'est pour ça que si vous avez autour de la table des gens qui n'ont pas la compétence, qui n'ont pas la littératie numérique, qui n'ont pas cette capacité de poser des questions puis d'avoir un rôle de leadership autour de ça,
bien là, on passe à côté parce qu'on peut améliorer tellement la gouvernance grâce au monde numérique. C'est une bonne nouvelle. Parce que faisons le lien entre ça et le monde difficile qu'on a parlé, mais le fait qu'on a beaucoup d'opportunités et de risques. Donc, ce qu'on veut comme membre du Conseil, c'est une matrice des risques et des opportunités qui devrait être reflétée par l'information de gestion que l'entreprise possède. Okay? C'est profond, cette chose-là. C'est pas, c'est un gros changement dans la gouvernance et on est au début de ça. La numérisation a frappé d'abord le monde des médias, tellement qu'elle a fait disparaître beaucoup de nos médias traditionnels. Ensuite, elle a frappé les manufacturiers, elle a frappé la distribution, dont les Amazones de ce monde. Et là, de plus en plus, ça frappe tout et ça vient d'arriver sur la table du Conseil. Et donc, c'est priorité numéro 1, connaître pas uniquement les troubles généraux, mais bien connaître les enjeux de littératie. Le monde numérique change aussi une autre chose au niveau du Conseil, c'est qu'il y a des risques, dont la cybersécurité. Donc, la cybersécurité, elle se décline comment? Vous êtes dans le monde agricole, vous avez des grands enjeux. Vous êtes dans le monde manufacturier, des grands enjeux. Peu importe le secteur. Pourquoi? Tantôt, je vous ai parlé de l'Internet des objets, c'est-à-dire que l'objet, prenons un tracteur dans une ferme, c'est très, très concret. Les tracteurs de nos jours, ils sont pleins de senseurs, ils ont plein d'indicateurs, ils captent énormément d'informations. En fait, cette information-là, les tracteurs intelligents, faits par John Deere ou d'autres, c'est des mines d'informations. Okay? Cette information-là est essentiellement de l'information industrielle, très différente de l'information de vous, M. Henry. Quand vous allez sur Internet, vous faites le cookie, vous dites « oui, j'accepte, vous venez de donner vos informations personnelles gratuitement à plein de monde, okay? Au niveau de votre adresse IP, tout le reste. Bon. On a perdu le contrôle de notre donnée personnelle numérique. L'Europe essaie de reconquérir ça, mais on a perdu le contrôle un peu. Hein? C'est les grands GAFA qui ont le contrôle de ça, beaucoup plus que les individus. Là, dans le monde industriel, agricole ou commercial, il faut se réfléchir. Si dans l'entreprise où je suis, on s'équipe d'un paquet d'équipements numérisés, comment il est fait le contrat? Est-ce que le contrat assure une maintenance de mon tracteur ou de mes machines-outils dans l'usine ou whatever? Oui. Dans le contrat de maintenance, est-ce que c'est l'entreprise qui garde le contrôle des données industrielles ou ça s'en va chez le fabricant de l'outil? Ça, c'est ce qu'on appelle la question de la souveraineté numérique. Souveraineté pas au sens souveraineté nationale, mais souveraineté de l'organisation. Très, très important, cet aspect-là. Un rôle majeur. C'est différent de la cybersécurité où on a une attaque. Ça, c'est pas une attaque, là. On a signé pour qu'on donnait nos chiffres, nos données. Ridicule. Donc, ça, c'est un aspect très important de formation et d'information. Et c'est compliqué. Pas simple. Qui s'occupe de revoir les contrats d'approvisionnement de l'usine ou de l'entreprise agricole? Là? Qui fait ça? Bon. Ça, ce sont toutes des implications. Je pourrais continuer des heures sur cette question de comment le monde numérique change le rôle du conseil, le rôle de l'administrateur et en même temps des opportunités extraordinaires. On peut régler plusieurs problèmes de pénurie de main-d'œuvre grâce à la numérisation. On peut régler plusieurs problèmes d'information, toutes sortes de choses. Mais il faut qu'autour de la table, on ait de la compétence. Donc, très important que la littératie numérique des membres d'un CA soit d'un excellent niveau. Et ce que je viens de dire là, je suis à peu près certain qu'il y a peu d'administrateurs qui sont éveillés à ces questions-là. Donc, il y a là un rôle très important du collège pour avoir faire en sorte que quand vous êtes un diplômé du collège, vous avez ce niveau de littératie pour poser les bonnes questions, puis entreprendre, puis continuer, parce que, comme je vous dis, on pourrait continuer des heures sur ce sujet-là, mais c'est majeur. Pour conclure sur ce thème-là, avant de glisser vers le suivant, j'aimerais juste revenir sur la notion d'asymétrie d'information que vous avez mentionnée, et justement, cette notion de disponibilité de données maintenant qui est gigantesque, les données massives, l'accès à une infinité de données. Vous avez dit que ça réduit la symétrie d'information entre le dirigeant et les administrateurs. Est-ce que, par ailleurs, vous pourriez y voir je dirais pas un risque, mais un danger d'un surplus informationnel, puis que justement, il y ait encore beaucoup plus de données qui soient
transmis d'informations vers l'administrateur, donc encore plus de documentation, encore une complexité, un territoire encore plus large d'action, peut-être même de micro-gestion à un certain moment? Excellente question. Je vous ai parlé tantôt de mes 4 niveaux. Hein? Au niveau de la production, j'ai dit, on capte la donnée. Le deuxième niveau, on la communique dans un entrepôt de données. Troisième niveau, on analyse ces données-là. Quatrième niveau, c'est le niveau de l'action. Donc, on reçoit les données qui sont, par l'analyse, transformées en information. Et cette information nous conduit à prendre connaissance de problématiques et d'actions. On peut se faire aider par l'intelligence artificielle, mais le tableau de bord du CA, comment il doit être dessiné? En fait, c'est la question, j'ai arrêté tantôt, puis j'étais rendu là, puis votre question est excellente. C'est l'architecture de la donnée pour le conseil. Quand je dis architecture, on sait ce que ça veut dire. On bâtit une maison, ça prend un plan. Okay? Quand on est dans le monde numérique, ça prend un architecte ou des architectes qui vont dire, pour la direction de la compagnie, on a un niveau de détail qui est un niveau granulaire, qui est A, B, C, D, E, F. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de ce niveau de détail-là. Quand on arrive au niveau du CA, non, on n'a pas besoin de tout le détail. On a besoin de 2 choses. Par rapport aux objectifs de l'entreprise, donc on veut faire le suivi de nos objectifs stratégiques, on veut faire le suivi de nos objectifs financiers, puis on va faire le suivi de nos objectifs comme entreprise responsable. Moi, je dis ça comme 3 catégories. Mettons qu'on a ça. Pour chacun des objectifs, on a des mesures de performance. Pour chacune de ces mesures-là, on va décliner ça sur un plan. Puis, il devrait avoir un itinéraire, comme disent les anglophones, un roadmap, un itinéraire de comment ces indicateurs de performance-là vont évoluer. Tout ça, c'est de l'information de surveillance. Donc, il faut faire une architecture de quelles données on a besoin. Bon. Ça doit être fait par la direction. OK? En accord avec le conseil. C'est là que ça prend autour de la table un niveau de compétence pour dire, j'ai besoin de savoir quoi. Bon. Ça, c'est le premier niveau. C'est l'architecture de la donnée qu'on va me fournir. J'ai besoin d'un autre type d'information. C'est quelles données existent dans votre entreprise, M. Henry. Vous êtes le patron. Je n'ai pas besoin de tout savoir. J'ai besoin de savoir qu'est-ce qui existe comme information. Donc, j'ai besoin de savoir ce que toi, comme dirigeant, tu utilises. Pour réduire la symétrie de l'information, j'ai les bons indicateurs de performance globaux, mais j'ai aussi des verticaux où je sais que l'information existe. De sorte que je ne suis pas dans le piège où toi, M. Henry, chef de la direction, tu réponds à moi, membre du conseil. Je ne peux pas vous répondre, je ne le sais pas. Moi, je peux te dire, oui, je sais que tu le sais parce que voilà, dans vos systèmes, vous avez ça. Je veux savoir ça. OK, bon. Donc, il y a un côté vertical et là, ça se décline assez bien. Autour de la table, il doit y avoir quelqu'un qui a la responsabilité de bien comprendre le système d'information de gestion d'entreprise en ressources humaines. Un autre, c'est sur le côté client. Un autre, c'est sur le côté... Donc, ça se divise assez bien. Donc, autour de la table, on dit on va se partager la responsabilité numérique. C'est ça le terme. On va se la partager. On va avoir une partie commune, qui est le tableau de bord numérique de l'entreprise. OK? Puis on va avoir des parties spécifiques. Une telle personne va être, ou 2, généralement, ça va être autour des comités. Donc, c'est l'autre volet. Donc, il y a l'information de gestion qui va être par comité. Et quand tu fais les verticaux avec l'horizontale, tu commences à avoir pas mal d'informations de gestion. La troisième dimension, c'est l'attitude, la culture numérique, qui est reliée à notre point de tantôt, pas avoir de faux orgueil. Pas avoir de... Donc, puis ça, c'est de créer un climat où la culture est que... La dernière affaire qu'on veut comme membre d'un conseil, c'est de ne pas savoir ce qui s'est passé ou ce qui se passe. Donc, une culture d'entreprise où les problèmes montent rapidement. Bon, pas les petits problèmes, mais les problèmes d'importance. OK, bon. Ça n'a rien à voir avec le numérique, c'est entre les deux oreilles, c'est la culture autour de la table, c'est la culture avec la direction, c'est le fait qu'on a une fluidité. Donc, la symétrie de l'information est complètement différente, mais on peut retomber dans le même piège de ne pas savoir. Dans le fond, ce que je suis en train de dire là, tantôt, on a parlé d'un monde qui est volatile, incertain, complexe et ambigu. Comment on vit dans ce monde-là? De 2 façons, 2 aspects importants. La première, c'est de la meilleure information. Okay? Donc ça, c'est là que le monde numérique vient à notre aide. Hein? Puis la deuxième, bien, c'est dans ce monde complexe, c'est bien connaître la matrice des opportunités et avoir des options dans ça. Okay? Ça, c'est le côté stratégique. Mais le côté gestion, c'est l'information. On est chanceux parce qu'on vit dans un monde où les données sont disponibles. Le drame
C'est si tu n'as pas la compétence, les systèmes, les capacités d'utiliser les données, comme je disais tantôt, tu ne te rendras même pas à bâtiment, tu vas te sortir de la ligne. On entend beaucoup parler de développement durable, changement climatique, carboneutralité, biodiversité. Tout finalement des mots qui nous résonnent avec cette notion qu'on parlait tout à l'heure d'un monde durable, d'un monde responsable. Comment vous le voyez, ce monde-là, ou cette lentille-là pour regarder le monde et ultimement la gouvernance à travers tout ça? Je suis personnellement content de parler de ça parce qu'à l'époque où j'étais président de la Caisse a fait partie des 25 organisations du monde à signer les principes d'investissement responsable de l'ONU. On est en 2015. Si tu vas dans la salle du conseil de la Caisse, il y a un document qui atteste ça. Donc, ça fait longtemps que ça me préoccupe. Et j'étais chanceux parce que quand je suis arrivé à la Caisse, j'avais des gens qui portaient ce ballon-là et puis on a travaillé ensemble. Pour te dire que, donc, c'est pas récent, ça fait un bon moment que du côté des investisseurs, on se préoccupe de ESG, donc l'environnement, le social et la gouvernance. Pourquoi il y a le E? Pourquoi l'environnement est là? Techniquement, sur le plan économique, à peu près n'importe quelle activité économique a comme conséquence de produire un bien, un service, mais c'est rare qu'il n'y ait pas des externalités. Quand on parle d'externalités, c'est un peu un effet secondaire non voulu, OK? Puis pourquoi ils sont soudainement, ils apparaissent comme étant plus nombreux, plus importants? Il y a 3 raisons à ça. La première, c'est relié au fait qu'on les capte mieux qu'avant. OK? On parlait tantôt du monde numérique. Bon. La deuxième, c'est qu'on est à la marge. On est dans un environnement déjà détérioré. Je ne parle pas juste de l'environnement physique, mais beaucoup d'environnements sont détériorés. Donc, si une organisation a une externalité sur, oui, le climat, sur le paysage, sur les inégalités sociales, ça paraît plus parce qu'on a déjà un paquet de problèmes à régler, donc ça s'ajoute. Okay? Donc, c'est pour ça que c'est important. Puis, troisièmement, on a le fait que les organisations ne sont plus seules. Ils sont dans un écosystème qu'elles ont tracé dans le but de mieux performer, mais il y a un autre écosystème qui s'est greffé, qui est ceux qui sont préoccupés de ces questions-là. Okay? Donc, le contexte a changé et pour le mieux. D'accord? Donc, l'externalité, l'entreprise qui polluait parce que j'étais dans la rivière ses déchets, ça ne peut plus se faire. Mais c'est plus que ça. C'est rendu que n'importe quelle organisation doit dire, moi, je fabrique ça, mais quelles sont les externalités qui sont des conséquences de mon acte. OK, bon. Donc, l'activité économique n'est pas neutre. Elle a des conséquences à la fois positives et négatives. Et l'externalité, c'est le côté négatif. Puis c'est externe parce que très souvent, ça ne se reflètera pas ni dans le prix, ni dans le profit, ni dans rien, parce que c'est une chose qui est en dehors de l'entreprise. Donc, et ça devient une préoccupation communautaire, sociale. OK? Donc, le E, c'est pour le côté environnement. C'est vraiment le côté climatique. Et ce côté-là, aujourd'hui, la bonne nouvelle, il y a 2 nouvelles. La mauvaise, c'est qu'il faut se dépêcher. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a de plus en plus de dirigeants d'entreprise qui ont incorporé dans leur philosophie, dans leurs principes, dans leurs valeurs, cette préoccupation-là. Évidemment, on a un déficit de confiance. Mais ce déficit de confiance de la population envers les organisations ou les gouvernements est très grand. Et le grand challenge actuel, pour aller plus vite, c'est de combler ce déficit de confiance. C'est pour ça que c'est très important que les entreprises, les organisations aient un E fort. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, ça se décline de différentes façons, mais la principale façon, c'est de s'assurer que ce qu'on fait dans la vie, comme production, comme activité économique, laisse le moins d'empreintes écologiques, et d'où la notion d'économie circulaire. Donc, je donne un exemple. Je rêve du jour où, quand vous allez vous rendre, M. Henry, avec votre conjointe, dans un magasin pour acheter de la vaisselle, on ne va pas vous le vendre. On va vous le louer. On va vous le louer à temps par mois ou temps par année, avec une obligation de service et avec le fait qu'on va venir la chercher quand elle sera défectueuse, qu'il est fin de la recycler. Bon. De cette façon-là, c'est le manufacturier comme service. Pourquoi c'est comme ça? La seule façon de bien recycler, c'est que ce soit le fabricant qui est obligé de récupérer. Bon, on le fait déjà dans certaines industries. Mais là, il faut généraliser ce concept-là du manufacturier de service. C'est un exemple que je donne. Mais ça transforme l'entreprise. Là, on ne fait pas du ESG par l'extérieur, on le fait par en dedans dans ce qu'on fait. C'est là qu'il faut aller. Okay? C'est cette différence-là, quand tu incorpores le E dans ce que tu fais, c'est de dire comment ça change ce que je fais. Le deuxième, c'est le social.
même chose. Du côté social, on avait souvent la tendance de dire, on est une entreprise, un bon citoyen coopératif. La preuve, c'est qu'on fait des dons aux hôpitaux, l'éducation, tout ça. C'est correct, mais c'est plus assez. C'est quoi l'arrangement social de l'entreprise, de l'organisation? Pourquoi? Parce que de toutes les crises de confiance, de toutes les organisations, malgré tout ce qu'on dit, tout ce qu'on lit, si vous regardez les indicateurs mondiaux sur la confiance, c'est encore là où on travaille, où on a le plus confiance. Et donc, il y a un rôle extraordinaire dans les entreprises privées à jouer un rôle social, un rôle de citoyen civil, pas juste corporatif à faire des dons, mais civil, en mobilisant ses ressources vers des causes. Et on le voit de plus en plus. Et ça, c'est très important, d'autant plus que les travailleurs, les employés veulent avoir une raison dans la vie pour travailler pour vous, monsieur, ou pour telle organisation. C'est quoi la mission? C'est quoi la raison d'être? On en parlera tantôt. Donc, le côté S, il n'est plus uniquement en faisant un don, mais intrinsèquement dans l'activité. Le côté G, donc gouvernance, lui aussi est important. C'est là qu'on arrive à un changement radical qui n'est pas universel, ce n'est pas toutes les sociétés, ce n'est pas toutes les organisations qui ont imposé ça, mais on appelle maintenant quelle est la raison d'être de ton entreprise, de votre organisation. Donc, la raison d'être est au-dessus, c'est ce qui est en haut de la pyramide des valeurs. Après ça, on dit quelle est votre mission. La raison d'être, donc, c'est le pourquoi. Les Anglais parlent de purpose, donc raison d'être. Pourquoi tu existes? C'est au-dessus de la pyramide. Après la raison d'être, on dit, ben, non seulement pourquoi tu existes, mais où tu t'en quelle est ta mission? Tu fais quoi dans la vie? Donc, le pourquoi, le quoi, la mission, où tu t'en vas. OK? Puis le comment, ben, c'est le plan. Puis le combien, ben, c'est le budget. OK? Mais avant, on partait de la mission, on oubliait la raison d'être. Là, il y a un grand débat, et c'est là qu'on rentre sur les notions de capitalisme inclusif, de révolution du capitalisme, de B Corp, toutes ces notions-là. On est dans ce monde-là. Donc, un administrateur dans cette situation-là, il faut qu'il se tienne à la fine pointe, pour 3 raisons. La première, c'est ce que j'ai parlé du déficit de confiance. Il faut à tout prix qu'on rétablisse la confiance entre le citoyen, le consommateur, le travailleur, qui est la même personne, mais qui est 3 personnalités, et son milieu de travail. Ça, c'est la confiance. La deuxième, c'est que ceux qui sont les mieux situés pour jouer un rôle de leader, c'est le monde du travail. Je suis convaincu de ça. Pourquoi? Parce que le gouvernement peut faire des choses, les sociétés civiles peuvent faire des affaires, les églises peuvent faire des affaires, mais là où on travaille, nommez-moi un endroit où on passe le plus de temps dans la vie. C'est au travail. C'est là où on a une communauté, on a des amis, on a des gens, on gagne notre vie, on a un côté professionnel, on va avoir du fun. Ben maintenant, les employés, les dirigeants, tout le monde ne veut pas juste avoir du fun, ils veulent contribuer par leur travail, pas juste pour le salaire, mais à la société. Donc, ils sont très bien situés, ces organisations-là. La troisième, c'est qu'ils ont les moyens. Donc, il y a 3 bonnes raisons pourquoi il faut que les organisations privées, où il y a des administrateurs conformes au collège, aient ce rôle-là. C'est là que ça se passe. Si eux jouent un rôle, ça va avoir une locomotive extraordinaire, comme on a déjà connu d'autres. C'est comme ça qu'on va l'avoir. Donc, le G, il est très, très important parce qu'il peut permettre à ce que le ESG devienne vrai. Donc, le piège du ESG, c'est, dans le cas de l'environnement, on appelle ça le greenwashing. Donc, on prétend qu'on a fait des affaires, mais on n'a pas vraiment fait. Puis aujourd'hui, on voit beaucoup de... Ça, c'est très mauvais pour la confiance. Le social, c'est... On fait des grosses affaires, mais dans le fond, c'est pas assez. En d'autres mots, il faut balancer quelle externalité que je crée versus quelle action je fais. C'est ça qui est le côté. Puis le G, bien, il y a encore beaucoup d'organisations qui ne croient pas à un capitalisme inclusif. Moi, pour je pense que si le capitalisme a de l'avenir, il faut qu'il devienne plus inclusif. Et sa façon, c'est d'avoir cette raison d'être là pour mobiliser ses employés. Donc, pour moi, le monde dans lequel on est, on parle de gouvernance responsable, ben, c'est ça que ça veut dire. Oui, oui, oui. C'est intéressant. En fait, ça me soulève un questionnement. On a fait une étude au collège récemment sur justement les paramètres ES que vous parlez. Puis en gros, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau des conseils, il semble avoir une espèce de décalage entre l'importance accordée puis l'importance qu'on voudrait vraiment accorder
donc au niveau de priorité qu'on finit par donner réellement. 20 à peu près de différence. Qu'est-ce qui empêche, d'après vous, les conseils de pouvoir justement donner tout l'espace nécessaire aux préoccupations E et S qu'ils veulent bien, mais qu'il semble y avoir quelque chose qui empêche? Comment vous voyez je ne dirais pas le paradoxe, mais qu'est-ce qui empêche le conseil de prendre son élan? J'ai pas lu votre étude, mais c'est pas très différent si on faisait la même étude pour le numérique. Quand on faisait la même étude, bon. Là, on ne faut pas oublier dans quel monde on est, là. C'est un monde, on l'a dit, là, complexe, ambigu, tout ce qu'on a dit, il ne faut pas l'oublier. Donc, la capacité d'un individu de tout absorber ça, puis de digérer, puis de contribuer, il y a un apprentissage, OK, premièrement. Individuel, un apprentissage collectif, puis il y a les exigences de la vie. C'est-à-dire qu'il y a tant d'heures par semaine, il y a tant, l'entreprise, il faut qu'elle survive, elle a besoin de faire ses budgets, tout ça, c'est des contraintes. À mon avis, le plus important, c'est pas le 20 c'est l'année prochaine, on est tué à 18 plutôt qu'à 22. Donc, moi, c'est la tendance que je voudrais avoir. Donc, il faudrait continuer à faire votre étude. Effectivement. Parce que les agendas sont de plus en plus chargés, donc c'est difficile aussi de trouver l'espace pour parler de tout ça. J'aimerais rebondir sur le paramètre S social en faisant un détour légèrement historique, moi également. Au début des années 2000, les scandales financiers ont été à l'origine d'un mouvement, justement, pour professionnaliser davantage la gouvernance, pour resserrer les mécanismes de gouvernance. Ces dernières années, c'est davantage des scandales plus sociaux qui sont derrière une espèce de mouvement. Bon, sans aller sur le cas, mais Hockey Canada est un certain exemple. Tout à fait. Donc, comment vous voyez un petit peu ce monde-là dans lequel on dénonce de plus en plus les cultures, justement, de performance à outrance? C'est une très bonne question. On a parlé tantôt du monde numérique. On n'a pas parlé du monde numérique qui ne fait pas juste la numérisation des processus. Il a créé toute une industrie des médias. Tantôt, je vous ai dit que sous Gutenberg, on avait eu la nouvelle invention d'un réseau social de nouvelles par les petits pamphlets qui étaient publiés par les gens à Venise puis ils faisaient le tour de la Méditerranée par leur bateau. C'est un exemple historique. Mais aujourd'hui, le monde numérique a créé, à peu près tout le monde est journaliste, tout le monde crée des nouvelles. Donc, les médias sociaux ont changé la donne complètement. Il n'y a pas tellement longtemps, quand on parlait des risques de réputation, parce que tout ce qu'on parle de sa gestion de risque ici, hein, tantôt on a parlé, cette gestion du risque ici, on parle du risque de réputation. Si vous alliez faire un film dans une salle de conseil, il y a 10 ans, le risque de réputation, c'était le risque de réputation médiatique, ou auprès des employés, ou d'un client. Mais c'est un risque qui était tel qu'il va apparaître dans les médias traditionnels. Donc, on avait 2 points de référence, ce qui est privé et ce qui est public des journaux. Okay? Donc, autour de la table du conseil, on dit que ça dépend une gestion de notre image corporative. Et donc, on a des spécialistes qui font ça, on suit ça, comment on est perçu, tout ça, ça maintenant. Avant, on avait juste un monde à se comparer. Tel, en d'autres mots, on avait un seul twin, hein, un seul jumeau qui était nous en privé, puis l'autre qui est dessiné par quelqu'un d'autre, que les autres nous voient, puis le dessin était fait par les médias officiels. Aujourd'hui, il y a autant de dessins qu'il y a de groupes de pensée. Donc, le problème de l'administrateur et de son conseil, c'est on va prendre quelle référence? Donc, c'est là, ça revient à dire, il faut que je sois solide sur mes patins. C'est quoi ma raison d'être? C'est quoi ma mission? C'est quoi mes valeurs? C'est quoi mes affaires? Ça, là, c'est ma Bible. Est-ce que je la vis? Il faut donc avoir une référence interne très, très solide. Sinon, vous allez réagir à toutes sortes de perceptions multiples qui viennent des différents groupes sociaux. Bon. Donc, la gestion du risque réputationnel est totalement différente de ce qu'elle était il y a une dizaine d'années. OK, ça, c'est ma première partie de la réponse. La deuxième, c'est que vous allez l'échapper. Je ne vais pas faire autrement. Récemment, un de mes amis qui est dans les affaires, puis il a été l'objet d'une pataraffe dans les médias sociaux épouvantables. Il m'appelle. Il dit, je veux t'inviter à lunch. Je me dis, j'ai besoin de partager avec toi quelque chose. Il dit, il ne s'endort plus. Bon. Donc, on va luncher, puis il m'explique son affaire. À l'écouter, j'ai dit, tu veux faire quoi avec ça? Bien, justement, c'est ma question. Il faut que j'empêche ça. Là. Je dis, comment, là? Prends tes pertes. Tu ne peux pas changer ça.
ce qu'on a dit sur toi dans ces médias sociaux-là, un, c'est pas vrai. Deux, il n'y a pas de conséquences pénales. C'est réputationnel. Mais combien de personnes ont lu ça? Si tu allumes le feu, là, tu brasses la cendre, là tu repars. Donc, tu vas en échapper, tu ne vas pas tout gagner les batailles. C'est un monde extrêmement difficile. C'est pour ça que les politiciens ont tellement de difficultés. C'est tough, c'est difficile. Et ça veut dire qu'il faut que le dirigeant d'entreprise, le conseil, soit conscient quelle bataille ils veulent mener. Donc, il faut qu'il soit très conscient de ça. Et c'est là que ça prend autour de la table de la littératie au niveau des médias sociaux, comme ça la prend autour des questions. Mais pas un sujet facile. Il ne faut surtout pas tomber dans le piège de faire toutes les batailles. Ouais. Est-ce que ça amène le conseil à avoir justement sous le radar encore plus les notions de culture d'entreprise qu'on avait peut-être moins il y a 10, 15, 20 ans? Est-ce que vous voyez Oui, c'est très bien. C'est la culture, je parlais tantôt, faut être solide sur nos patins, d'avoir c'est quoi qu'on va faire dans la vie, comment on le fait, donc nos valeurs, tout ça, soit solide. C'est là-dessus. Il faut que notre référence soit interne et qu'elle soit partagée par tous l'écosystème des employés, des actionnaires, tout le monde dit OK, c'est ça qu'on est nous. Donc, si on le vit comme il faut, on est capable de démontrer qu'on a fait ça. Si on prend le grand recul, M. Rousseau, ça fait plusieurs minutes qu'on parle d'un monde volatile, incertain, complexe, ambigu, à travers un monde numérique, un monde durable, un monde responsable. Tout ça amène, veut pas, une continuité de la professionnalisation du rôle d'administrateur et de la gouvernance, et notamment à travers des activités de formation qu'on a parlé dans les organisations, et surtout, en fait, dans les conseils d'administration, dont le collège, dont vous êtes considéré le père fondateur. Si on se remettait un petit peu en contexte historique, 2005, qu'est-ce qui était derrière un peu cette grande idée-là? Puis peut-être même aujourd'hui, des vocations. Où est-ce qu'on est rendu, oui. Où on s'en va avec une vocation d'organisation? Intéressant, ça me fait plaisir d'en parler. En fait, la Caisse a un rôle qu'on dit double mandat, c'est-à-dire que tu fais de l'argent et des bons rendements pour les déposants, puis contribuer au développement économique, puis je suis convaincu de ça. La contribution au développement économique est souvent associée à l'importance des placements de la Caisse au Québec. Okay? C'est vrai, je ne le nie pas. Mais le développement économique, quand tu regardes autour, je parle ici de l'entreprise, hein, ce qu'on a besoin, nous, c'est des entreprises qui sont en croissance, qui ont de la pérennité, qui sont là pour longtemps, puis qui créent de la richesse et qui créent du rendement pour les Québécois, des bons salaires et des rendements pour la Caisse. Bon. Mais c'est pas juste du financement. Une entreprise, ça a besoin au minimum de 3 choses. La première chose, là, c'est le talent. Des gens talentueux dans l'organisation. OK? La deuxième, c'est un bon réseau. OK? Un bon réseau de contacts, autant en amont dans les fournitures qu'en aval pour la distribution, autant autour. Donc, un très bon réseau de contacts. Puis la troisième, c'est du capital. En anglais, on dit brain, network, capital. OK? Bon, bien, c'est ça. Ça, c'est important pour le développement économique. Moi, j'ai toujours convaincu de ça. Et pour le talent, évidemment, la Caisse n'a pas le rôle de former les administrateurs, de former les dirigeants. Mais, comme la Caisse investit dans plusieurs entreprises du Québec et ailleurs dans le monde, moi, j'avais un problème quand je suis arrivé à la Caisse. Aux 2 vendredis, j'avais quelqu'un qui venait à mon bureau, de professionnel, qui me disait « Voici la liste d'administrateurs que vous devez nommer. » Monsieur un-tel, madame un-tel, je ne les connais pas. Je suis très embarrassé personnellement de signer ce papier-là. Je ne connais même pas. D'où ça vient? Bien, ça vient de telle personne, voici, on a fait une enquête. Il y avait un bon travail de due diligence qui était la personne du point de vue éthique, compétence, tout ça. Mais j'avais un problème pareil. Est-ce que c'est la bonne personne pour tel conseil? Bon. Ça, je l'ai fait quelques années, mais j'ai dit non, il faut trouver une façon. En même temps, une coïncidence, le maire de Québec, Jean-Paul Lallier à l'époque, m'appelle, puis il dit « M. Rousseau, bon, félicitations, tu es nommé à la Caisse. » C'était la 3e journée que j'étais à la Caisse, il m'appelle. Mais il dit « Vous êtes officiellement siège social à Québec, puis on ne vous voit pas, à part l'édifice. » Bon. Mais il dit « Dans la loi, vous êtes à Québec. Comment ça fait qu'on ne vous voit pas? Vous faites quelque chose pour Québec. » Je dis « Je ne peux pas vous répondre aujourd'hui, ça fait 3 jours que je suis là, mais je vous promets d'aller vous voir quand je vais arriver, quand j'aurai le temps à Québec, puis je vais faire quelque chose. » Et là, quelque chose m'est venu de là, rapidement. Puis en même temps, tous les scandales auxquels il faisait dans le monde entier, on créait des collèges, des programmes d'administrateurs, mais il n'y en avait pas en français au Québec. Et ça ne pouvait pas importer un programme français, de toute façon, il n'y en avait pas. C'est l'inverse, les Français ont copié un peu notre programme, c'est très bien. Résultat, j'ai eu cette idée-là, de dire on va
créer un collège, on va le mettre à Québec. Mais là, je ne peux pas faire ça tout seul. Donc, j'ai eu l'idée, oui. Donc, j'en ai parlé à des gens, dont l'autorité des marchés, c'était Jean Saint-Gelais, par hasard de la vie, non pas hasard parce qu'il le mérite, il est président du Conseil de la Caisse actuellement. Jean a été très, très instrumental à m'aider à faire ça, il était à l'autorité des marchés. J'en ai parlé au premier ministre, qui était au niveau du Conseil exécutif, j'ai dit, il faut que vous soyez là. Et là, j'en ai parlé à l'Université Laval, et ça me prenait l'université comme, bon. Ça a fait en sorte, puis j'étais chanceux de trouver un gars comme Yvan Richard qui venait de prendre sa retraite, qui a été le premier directeur du collège qui l'a monté, que je connaissais depuis 50 ans, donc je connaissais ses talents de gestionnaire et de communicateur et de capacité de créer. Donc j'avais une bonne recette, puis après ça, bien, ça a été assez facile parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup d'aide des firmes de comptables, d'avocats, des experts québécois, et le collège est né. Bon. Alors le pourquoi, c'est que j'avais un besoin de la Caisse à nommer des gens compétents. Le deuxième, je voyais sur la planète les problèmes de gouvernance. J'ai dit, on n'y échappera pas, il faut faire ça. Puis le troisième, bien, dans mon équation de gens talentueux, il y a le dirigeant, il y a les membres du conseil. Donc, je dis, si nous, on contribue à former des gens talentueux pour mieux encadrer, surveiller et gérer les entreprises, bien, c'est une contribution au développement économique. Puis je suis très heureux maintenant de constater que ça a été un beau succès. Grâce au travail de toutes les équipes qui sont succédées, c'est extraordinaire. Je ne sais pas combien de milliers de personnes vous avez formées, mais tous les jours, j'en vois. Puis je rencontre des gens qui sont très contents et le programme il est excellent puis il a évolué. M. Rousseau, un grand merci de votre, non seulement de votre temps, mais de ce partage de vos visions, vos expériences, votre lecture de l'environnement, très riche et très formateur. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne chance.